Alors, juste un petit rappel, un petit préambule avant d'aborder cette question de positionnement. La question du positionnement fait appel à deux notions. La première, c'est la morale. Petit rappel rapide de ce qu'on entend par là, c'est tout ce qui va répondre à la question « que dois-je faire ?» La morale, c'est l'ensemble des jugements qui sont relatifs au bien et au mal. C'est prescriptif, c'est impératif, c'est quelque chose qui s'impose. Les mutations, on va dire, sociales de ces dizaines dernières années ont fait que certains pans qui étaient un peu des pans fixés et on va dire de référence de la morale ont été un peu mis à mal. On a parlé hier de la famille, de l'école, on en parle beaucoup, du travail, de la religion aussi, qui fait que finalement la question de la morale a laissé place aussi beaucoup à des débats sur les questions d'éthique. L'éthique qui serait plutôt que dois-je faire, c'est plutôt comment faire et comment vivre. Et donc cette question de l'éthique, on a vu fleurir, j'ai envie de dire, beaucoup d'endroits où on parle de réflexion éthique, des comités éthiques, où l'enjeu c'est surtout de réfléchir à comment se questionner finalement sur soi, sa position et sa manière d'agir. Voilà. Alors, d'abord, pourquoi? Parce que donc cette réflexion éthique a gagné beaucoup le travail social. Moi, j'ai fait ma formation il y a 20 ans. On parlait de code de déontologie, on ne parlait pas tellement d'éthique. Aujourd'hui, il y a des heures entières qui sont consacrées à l'éthique. Avec aussi, finalement, on se rend compte que d'abord, il ne suffit pas d'obéir à la loi, et qu'il peut même être impératif parfois de lui désobéir pour des questions de dignité. Dignité pour soi, dignité pour les autres. Et que finalement, face à la complexité de certains problèmes, certaines lois pourraient même devenir illégitimes. Donc une remise finalement en question, et c'est dans ce cadre-là qu'on s'est mis à parler de positionnement professionnel. Alors le positionnement professionnel, moi j'aime bien la définition de Dubasque, Didier Dubasque, qui dit que c'est savoir où on est, c'est savoir ce que l'on fait, pourquoi on le fait. Et c'est finalement se poser sans cesse la question du sens et de la manière d'agir en conséquence, en fonction de ce sens que je donne aux choses. Mais on va voir que ce sens que je donne aux choses, il ne peut pas venir que de moi. Il va rentrer en écho, en cohérence avec d'autres dimensions. Et donc, c'est Henri Pascal qui propose un petit schéma que je vous ai... qui tourne là, je pense. Non, qui ne tourne pas. Voilà. Je vais vous le dessiner là. Henri Pascal, il explique rien, mais il dit juste finalement c'est quoi le positionnement du travailleur social. Quand on parle de positionnement professionnel, on va être dans une question de tension. Et donc c'est le travailleur social, il va devoir se positionner comme entre à la fois les usagers, leur vécu, les usagers, que ce soit des individus, des groupes, des communautés, des collectifs, le vécu, mais aussi les problématiques de ces personnes qui sont de plus en plus complexes, a priori. Je vais détailler la question des valeurs, et donc de ses propres valeurs à lui, mais aussi des valeurs professionnelles, de la déontologie, la question des droits aussi, des droits fondamentaux. Et donc ça, c'est une... Oui, la déontologie, je l'ai dit. La question aussi du cadre, et du cadre législatif, du cadre des politiques sociales, du cadre des dispositifs qui vont régir finalement son action et qui vont fixer aussi des normes, et aussi en fonction de son institution employeur, qui va lui déléguer des missions, qui va avoir un mode de fonctionnement propre. Et donc voilà, la question du positionnement pour lui c'est ça, c'est comment je réfléchis, comment je me situe au regard de ces différents pôles qui parfois sont en tension, convergent ou parfois
rentrent en conflit. Moi, je rajouterais ici le schéma ici sur les valeurs. On voit qu'il y a les valeurs, j'ai envie de dire, admises par tous, hein, les valeurs, la question de, je sais pas, la dignité, ok, d'accord, on est tous d'accord avec ça, mais on a aussi parfois ses propres valeurs à soi qui vont rentrer en conflit. Alors, peut-être pas avec des grandes valeurs humanistes sur lesquelles on semblerait tous d'accord, mais sur parfois des valeurs aussi que peut promouvoir son institution et avec lesquelles, ou des valeurs des usagers, hein, qui sont peut-être pas forcément les siennes. Et le positionnement, c'est ça, c'est comment je fais finalement, comment je vis, comment j'agis, comment on regarde de ces tensions qui peuvent qui se vivent en tout cas dans le travail social. Et je pense que la question de l'insalubrité, la question hier des gens du voyage, etc., peuvent l'illustrer. Voilà, alors ça c'est... Bon, voilà, je pense qu'ici, valeur déontologie, je pense qu'on a vu aussi quelque chose qui est assez marquant, c'est finalement il y a une loi, la loi en France, hein, la loi de 2002, qui a repositionné des choses qui faisaient partie des valeurs du travail social. La participation des usagers, la libre adhésion, le droit d'être informé des choses qui le concernent, de participer à son projet, à la définition de son projet, hein, ce qui est assez paradoxal finalement, parce que dans la déontologie du travailleur social, dans l'éthique du travailleur social, normalement ces choses-là sont présentes. Pour autant, il a quand même fallu qu'une loi rappelle la question de la confidentialité, par exemple. Voilà. Est-ce qu'une loi devait le rappeler? Ça, c'est une question que je vous renvoie. Voilà. La question de l'usager, bah oui, l'usager, souvent, on entend souvent de travailleurs sociaux dire « mais c'est pas tellement de travailler avec les gens qui m'usent ». C'est le contexte aujourd'hui, c'est le fait qu'il y ait de plus en plus de précarité, qu'il y ait peut-être l'impression d'avoir de moins en moins de moyens pour agir. C'est les lourdeurs des dispositifs, c'est des conditions d'accompagnement qu'on n'a forcément plus de la même façon. Hein. Et donc c'est souvent aussi parfois l'impression de devoir traiter de plus en plus dans l'urgence. Et donc c'est pas tant les usagers, mais c'est finalement les problématiques qui sont vécues et peut-être la manière aussi dont celles-ci s'articulent avec les dispositifs dont on a un peu l'impression qu'ils s'empilent, qui se complexifient, qui figent, hein, qui figent les choses et qui empêchent parfois cette capacité d'agir ou cette envie d'agir ou cette forme de créativité ou d'expérimentation, d'innovation qu'on avait peut-être un peu plus il y a quelques années qu'aujourd'hui. Voilà. Avec aussi donc un cadre législatif qui peut aussi apporter, vous l'avez dit, hein, quand on voit dans les questions hier, des choses très partialisées, très fragmentées. Il va falloir réunir. On parle de plus en plus d'ailleurs des guichets uniques, essayer de redonner une cohérence à tout ça et de redonner aussi un sens finalement à toutes ces réponses. Voilà. Du côté aussi de l'institution, hein, des institutions, je ne vais pas du tout parler du côté belge que je ne connais pas bien, mais en tout cas, les institutions employeurs des travailleurs sociaux côté français sont aussi un peu blackboulées. Hein, il y a d'autres pratiques managériales, on est de plus en plus géré par, on va dire, des gestionnaires. Hein, c'est d'autres logiques de gestion, c'est d'autres logiques de management. Il faut aussi beaucoup plus peut-être rendre compte, parfois passer beaucoup de temps sur l'administratif, dit-on, et peut-être beaucoup moins aussi sur le terrain qu'on souhaiterait. On est soumis finalement à une forme aussi de marchandisation. Il faut répondre à des appels d'offres, on est retenu, on n'est pas retenu, on peut poursuivre, on doit s'arrêter, voilà. Et donc aussi se positionner par rapport à tout ça. Alors, Pascal, il n'apporte pas de solution. Il propose juste sa grille de lecture un peu. Je suis allée voir un petit peu ce que disait par rapport à ça Brigitte Bouquet, et donc c'est l'autre côté du papier.
hein, qui elle, finalement dit, par rapport à tout ça, comme tout schéma c'est complètement schématique et imitatif, hein, mais elle dit finalement les travailleurs sociaux vont être... on va retrouver 4 figures un peu de positionnement. Ces positionnements, les travailleurs sociaux les ont tous à la fois. C'est quand ils s'enferment que dans un seul que ça devient compliqué. Et que guette là le risque du burn-out aussi. Hein. La première figure, ça sera, je ne vous fais pas le schéma, je crois que vous l'avez sous les yeux, celle du technicien expert, hein, qui va plutôt essayer de tendre vers des valeurs de l'humanisme social, qui va mettre en avant beaucoup plus ce système-là, et qui va axer son action, j'ai envie de dire, sur la reconnaissance du métier, qui va valoriser ça, et sa fonction sociale. La figure du professionnel, avec une légitimité notamment liée à la fonction. Deuxième figure, on va voir apparaître celle du salarié qui est plutôt exécutant, qui dit « moi c'est bon, maintenant je fais ce qu'on m'a demandé de faire », qui va plutôt rechercher le non-conflit, hein, et qui va rentrer un peu dans le rang, parce que finalement, il se sent contraint, il se sent peut-être limité dans ses capacités d'agir. Autre figure, le médiateur accompagnateur. Donc là, on va plutôt avoir la figure du travailleur social qui va, on a parlé beaucoup hier, hein, de médiation de ce rôle-là, qui va mettre en avant la solidarité, cette notion de positionnement à côté avec les populations, en solidarité envers les usagers, envers les collectifs, et des valeurs plutôt d'engagement solidaire. Et enfin, une quatrième figure, qui va être plutôt le salarié militant, qui va s'impliquer dans l'action syndicale, s'impliquer dans certaines luttes sociales, collectives, et mettre en avant l'action sociopolitique. Alors, ce que dit Brigitte Bouquet, c'est finalement, c'est un peu comme une rose des vents, hein. C'est aussi des choses qui vont se regrouper, voilà, ce qu'il faut juste, dit-elle, éviter, c'est le repli dans une des catégories. Un travailleur social qui ne serait qu'un travailleur social militant, dans le positionnement, ça peut devenir problématique peut-être pour lui, en tant que professionnel, en tant que travailleur social. On le sait bien que le travailleur social qui deviendrait le salarié exécutant et qui se renferme là-dessus pourrait aussi, dans son positionnement, voilà, enfin, en tout cas, il explique comme ça une partie de l'usure professionnelle. Voilà. Alors, quoi faire par rapport à tout ça? Ce que dit Brigitte Bouquet, c'est 2 choses. Hein. C'est soit on change de métier, première solution, et on peut aussi agir dans la société sans être travailleur social. Soit on fait autrement. Hein. Et pour faire autrement, elle dit que, évidemment, que on a beau dire l'assistance, etc., mais que l'assistance est aussi obligée à un certain moment. Et donc c'est aussi un mode d'action qui est indispensable pour résoudre certaines problématiques, pour accompagner des personnes à un moment donné de leur vie. Elle, ce qu'elle encourage beaucoup, et je trouve que c'est un peu rassurant parce que c'est pas tellement ce qu'on entend dans le discours, j'ai envie de dire, mais finalement, quand on lit les rapports du Conseil supérieur de travail social, quand on lit des livres que peuvent écrire des penseurs du travail social, ils encouragent beaucoup à s'inscrire dans des formes de travail social comme le développement social, vers des formes de travail collectives, vers aussi des formes, en tout cas, disent-ils, d'alliance avec les populations. Et de resituer les valeurs du travail social auprès, avec les populations, tout en étant salarié d'une institution. Alors, l'assistance sur aussi des valeurs à promouvoir du travail social. Quelles sont nos valeurs? Peut-être qu'à force d'être tous d'accord sur ces valeurs, on a juste oublié d'en parler, de les dire et de se les rappeler collectivement. Elle dit d'ailleurs que ce ne doit pas être des logiques uniquement individuelles, mais bien des logiques
collective et des discours qui doivent être portés par des travailleurs sociaux et pas des travailleurs sociaux seuls, hein, dans leur coin. C'est aussi dire ce qu'on fait, en parler, l'expliquer, et surtout développer des formes de travail social communautaire, collectives, avec les populations. Voilà, et donc elle dit, ça oblige à changer d'attitude, enfin en tout cas à travailler l'attitude vis-à-vis des personnes, vis-à-vis de ces institutions, mais aussi vis-à-vis de soi-même. Et donc, pas changer d'attitude parce que vis-à-vis des personnes, mais en tout cas être convaincu ou affirmer que, en tout cas avoir une posture de travailleur social qui est convaincu que les gens sont capables d'eux, qu'on travaille bien avec, qui sont capables d'agir, qui sont capables de proposer et d'être force de proposition. Ça peut paraître évident, mais n'empêche que se rappeler que les gens ont des potentialités et que c'est avec ces possibles, ces ressources qu'on travaille, et pas d'abord avec les difficultés qui sont souvent les premières choses qui évidemment sautent aux yeux et apparaissent. Hein, voilà. Et aussi deux choses, travailler pour que la parole des gens soit prise en considération et entendue. Hein, et c'est vrai qu'on a vu hier que finalement la parole, on ne l'entend pas. On n'a pas toujours, on pense la connaître, mais on n'a pas forcément toujours, on ne prend pas forcément toujours le temps de l'entendre. Et aussi, dit-elle, la nécessité de travailler absolument cette mise en lien. Elle dit le travailleur social, c'est finalement quelqu'un qui doit créer du lien, qui doit permettre par des réseaux de créer des opportunités nouvelles, hein, d'ouvrir des brèches finalement dans des fonctionnements, dans des dysfonctionnements pour pouvoir créer et inventer. Que faire? Elle dit vis-à-vis de son institution, c'est aussi bien sûr prendre en compte le cas de l'émission, etc. On est salarié d'une institution, mais on est aussi, et dans le fait d'être travailleur social et dans le code de déontologie, finalement, c'est aussi dire, voilà, on est force de proposition, on a des compétences, il faut surtout aussi les entretenir, il faut surtout, comment dire, les enrichir, enfin continuer à se former, aller dans des lieux où les gens discutent, etc. C'est important parce que sinon le travailleur social est un petit peu isolé ou devient un peu parfois même risque d'être instrumentalisé hein, par le fonctionnement. Et donc dit mais ça c'est aussi finalement une attitude que doit avoir le travailleur social vis-à-vis de soi-même et vis-à-vis de son institution pour être force de proposition, d'interpellation, d'indignation aussi, et de faire écho aussi, de pouvoir faire remonter, de rendre compte, d'interpeller. Voilà. Vis-à-vis de soi-même, c'est donc de fait se tenir informé, c'est analyser sa pratique, en débattre, échanger avec les autres. C'est aussi une manière d'entretenir sa motivation, de ne pas s'user, de continuer finalement à analyser sa pratique, la confronter et s'enrichir. Voilà. Voilà, alors j'ai sûrement complètement, enfin pas toujours été très fidèle à ce que disaient ces auteurs. Hein. En tout cas, c'est une façon dont nous, à l'école, on a envie de travailler le positionnement avec les étudiants. Hein. C'est je trouve que ce schéma est assez intéressant dans la mesure où c'est de pouvoir réfléchir à comment justement on se positionne au regard de ces forces, hein, comme je disais tout à l'heure, qui rentrent parfois en contradiction. Et voilà. Donc, j'ai oublié ce que je voulais vous dire, mais je conclurai là-dessus. Voilà. C'est ça là qui me perturbe. Je n'ai pas l'habitude de parler devant une caméra. Voilà, donc je ne sais pas si vous avez des points d'éclaircissement ou des questions, des désaccords, ou si vous êtes retrouvés ou pas. Est-ce que tu pourrais, juste une petite précision par rapport aux techniciens experts,
sur la question de l'humanisme social, par rapport à ce que tu disais sur la reconnaissance du métier et de la fonction. J'ai du mal à comprendre le... Alors, ce qu'elle disait, c'est que par rapport à... C'est quelqu'un qui va être fidèle à des valeurs, mettre en avant ses valeurs de respect, etc., qui va être un pro, hein, qui va agir comme un bon travailleur social, j'ai envie de dire, par rapport à des valeurs humanistes, des valeurs qui va développer une expertise, qui va défendre l'identité aussi professionnelle de l'assistante sociale ou du travailleur social et de sa fonction dans la société, hein, voilà, qui va être très fort, comment dire, qui va mettre très fort en avant l'importance, oui, du rôle du travailleur social, son expertise, voilà. Anne, tu as parlé à un moment de développement social. Tu entends quoi par là? Tu définis comment? C'est mettre en place, je pense, des actions, des projets avec les gens, parfois pour aussi, hein, créer un service qui réponde à des besoins exprimés et identifiés. C'est beaucoup plus sur des logiques de mise en lien, d'initiative sur des territoires, de mise en réseau, de travailler la question sociale, pas simplement au sein du social, mais bien en articulation avec des enjeux économiques, urbains, de l'habitat, enfin, du développement local, hein, mais en restant bien sûr avec une clé d'entrée qui est le social, qui est les populations. Voilà, c'est faire avec, c'est faire pour, avec, dans le sens de, pas à la place d'eux, hein, mais en ayant pris en compte les besoins. En tout cas, c'est beaucoup plus sur des logiques collectives, même si l'individuel est certes indispensable, mais c'est cette connexion avec, finalement, les gens, ils sont capables de faire aussi, enfin, c'est aussi le devenir, c'est aussi la prise en charge, la prise en main de ce devenir. Voilà, Anne, je vais te mettre en situation. Donc, on dit que tu es prof dans une école belge, et voilà, je suis une de tes étudiantes, et je viens t'annoncer que voilà, moi j'ai été visiter un logement avec une famille nombreuse. Alors on dit une famille avec 6 enfants, que le logement n'est absolument pas décent, qu'il y a des problèmes d'insalubrité. Et moi je sais que donc cette famille-là est dans un logement qui ne respecte pas les normes de salubrité de la région wallonne, puisqu'on est du côté wallon à ce moment-là. Et voilà, donc moi je suis confrontée à cette situation où je sais d'un côté que la personne n'est absolument pas dans les normes de salubrité respectées et légales, mais qu'en même temps, dans ma région, ben, je sais que si je vais déclarer l'insalubrité à l'autorité adéquate, la famille risque dans les 3 mois d'avoir un arrêté d'expulsion et donc de se retrouver à la rue, et que le gros souci c'est de retrouver un logement. Et donc moi je suis là et je suis vraiment très pas bien dans cette situation, et voilà, et par rapport à un positionnement comme ça, et tu dis à ta prof qui a de la bouteille, qui connaît ça, qui joue avec ses schémas, voilà, et bien moi je suis dans ce positionnement là où je me sens pas bien et où je me sens vraiment en confrontation entre mes valeurs, où j'aimerais bien que tout le monde soit bien et que tout le monde soit heureux, et avec une loi qui est là, mais en même temps une mise en pratique qui est vraiment où je risque, parce que j'applique la norme, la règle, de mettre en difficulté la famille. Et tu lui dirais quoi par rapport à son positionnement? D'abord, je vais lui donner la réponse parce que je n'en sais Oh, mais c'est pas cool. Et quand même, une prof, c'est pas ça. Elle n'a pas compris pourquoi elle était là. Mais je crois que la proposition du schéma, je suis d'accord, un schéma, ça ne dit pas comment il faut faire. Hein. Ça pose juste un cadre de réflexion. Et on est bien là, et ça n'a pas d'autre prétention que ça. Hein. Je crois que justement, ce que tu poses à travers cet exemple, c'est bien montrer qu'il n'y a pas de solution. Et que c'est bien une réflexion à avoir, d'abord en équipe, parce qu'on est bien sur des questions aussi d'institution. Je suis qui, moi, par rapport à la réponse que je vais apporter, ou à la manière dont je vais orienter mon action, l'accompagnement avec cette famille? Je suis qui?
Je suis la commune, je suis l'association, c'est quoi mes valeurs, qu'est-ce que je veux défendre, hein, voilà, finalement le positionnement, c'est qu'est-ce qui à un moment va m'amener à décider ce que je dois faire. Voilà, je crois que c'est ça. Comment je vais faire entre, c'est la rue, c'est l'absence de solution, ou c'est des choses qui sont complètement dans même pas le respect de la dignité des personnes, puisque tellement le logement il est pourri. Voilà. Comment je me positionne par rapport à ça? Est-ce que tout l'intérêt, c'est pas d'être bien avec sa décision? C'est ça. Pas la prendre seule. Enfin, moi je pense que c'est ça. Mais en tout cas, d'être bien avec ça. Voilà. De rentrer chez soi et de se dire je suis bien avec ça, ça correspond à ce que je fais. C'est peut-être pas la meilleure, mais c'est celle-là à un moment donné. Et ce que dit Anne-Catherine par rapport au positionnement du travailleur social, en fait, je peux être complètement technicienne dans un service habitat et me poser la même question en me disant, effectivement, il y a une situation dramatique, mais si on fait agir les systèmes, les lois, je mets en péril la situation de l'occupant. Mais là, c'est une question, effectivement. Mais tu as donné la réponse tout à l'heure, en disant que dans une des fonctions du travailleur social, c'est à un moment donné de faire du supralégal. C'est de se dire, je me réfère à un autre principe de droit, qui est bien supérieur au code wallon du logement, et qui est de dire, si je dénonce ça, non seulement la famille va se retrouver à la porte, mais les gosses vont être placés. Et très vite, pour les services sociaux publics. On va dire, on va laisser voir. Et donc là, ta vision humaniste est supralégale. D'un point de vue déontologique, tu es en conformité avec le code de déontologie des travailleurs sociaux. Par rapport à la loi, tu es en contradiction. Donc ça, c'est ton choix personnel, effectivement, ou le choix de ton institution. C'est d'abord le tien, quand même. Puisque c'est toi qui dis j'ai vu ou j'ai pas vu. Oui, mais avec tous les risques. C'est ça aussi, hein. C'est ça que j'ai parfois un peu difficile avec ça, c'est que je trouve que c'est lourd pour le travail social. Imagine que cette famille-là, quelques jours plus tard, il y a un court-circuit. Imagine que cette famille, voilà. Je veux dire, c'est aussi quelque part un... mais imagine que tu as appliqué la loi et que les enfants sont placés et que tu es supposé peut-être 10 ans plus tard voir un gosse venir te dire c'est à cause de vous que... Enfin, moi, je vais un peu loin, mais je me dis que c'est lourd. On est souvent entre cette limite où on ne peut pas faire semblant qu'on ne connaît pas les lois, hein, on connaît ça, on n'est vraiment pas toujours d'accord. Et ça, je pense que ça, c'est peut-être aussi... je dirais, il y a un positionnement aussi à avoir avec l'usager, mais aussi un positionnement à avoir avec le droit. Et c'est ça que des fois, moi, ça me fait du bien de me dire que je peux aller râler. Ça, je trouve que c'est par exemple important de pouvoir le dire et de dire je suis pas d'accord. Voilà, on a donné du sens à une loi, mais cette loi pour moi, elle n'est pas légitime ou elle correspond pas. Donc ça, c'est un besoin pour être quand même bien aussi. Mais c'est aussi à un moment donné se dire comment en tant que travailleur social, dans ton positionnement, oui, tu fais un choix en âme et conscience parce qu'il faut quand même que tu saches te regarder dans un miroir, mais en même temps, c'est de se dire, mais qu'est-ce que je me mets comme sécurité? Ou comment moi aussi je fais reporter ce poids-là sur l'ensemble. Donc, ce que j'ai trouvé chouette aussi dans ta suggestion, c'est de dire, surtout évitons de prendre des décisions seules, mais peut-être de prendre des décisions qui sont plus institutionnelles, parce que c'est quand même plus simple de se dire aussi qu'on est porté par l'équipe et par l'institution, donc ça c'est quand même aussi... Voilà, ça permet de souffler, mais aussi de renvoyer ce questionnement-là, peut-être à un moment donné, à d'autres, en se disant, voilà, moi aussi je vous pose la question, je fais quoi avec cette famille-là, moi c'est pas pour déculpabiliser, mais c'est à un moment donné qu'on puisse collectivement porter une responsabilité. Or, pour le moment, je trouve que souvent, ça revient un peu sur notre dos, et je peux comprendre que ça épuise. Mais moi, je pense que c'est vraiment, d'abord, la question du droit. Se rappeler le droit. Hein, les droits fondamentaux aussi, c'est pas du luxe, parce que c'est pas que du dispositif, c'est la loi. Et certes, c'est au-dessus de la loi, il y a des droits. Voilà. Le droit au logement, c'est un droit. Bah oui, bon, d'accord. Le droit à la dignité, c'est un droit. Le droit de pouvoir être élevé avec ses parents, c'est un droit. Voilà. Bon, je crois que d'une part, ça permet, je pense aussi quelquefois de repositionner les choses là où elles sont par rapport à des valeurs fortes, quoi.
ce schéma, moi, je trouve qu'il est, il est éclairant parce que oui, je suis travailleur social dans une institution. Je ne suis pas le militant associatif. Et même un militant associatif, il réfléchira avec son association. Hein, il ne prendra pas, normalement, ses décisions tout seul. Hein. Et je crois que c'est vraiment, quand elle dit il faut retrouver le sens de l'interpellation, c'est se dire que oui, il y a des choses, ce n'est pas des décisions que le travailleur social doit porter seul. Il doit le porter avec une équipe, mais il doit aussi... je vois quand ces associations, finalement, comment le mouvement associatif aussi interpelle la loi. Il y a pas mal de grandes lois en France qui sont nées de l'interpellation des associations, hein, en disant mais alors ça met du temps, ça ne résout pas le problème de demain matin ce que je fais de la famille, mais ça permet aussi de situer dans des perspectives de changement et d'action aussi plus globales. Hein, voilà. L'importance dans ce type de situation peut-être du partenariat et du travail ensemble voilà. avec des professionnels compétents sur d'autres champs et qui apporteront un autre éclairage. Alors c'est vrai que ça ne va pas toujours avec la question de l'urgence, hein, mais c'est aussi finalement dans la réflexion collective pouvoir aussi avoir des points de repère par rapport à ces situations d'urgence. Voilà, c'est pas du tout pour dire voilà comment il faut faire. Moi, je suis pas sur le terrain tous les jours, donc j'aurai absolument pas la prétention de te dire voilà comment il faut faire. C'est juste dire comment on réfléchit ensemble à comment il faut qu'on fasse. Ça te donne un cadre de réflexion de se dire mais là aujourd'hui face à telle situation, je décide quoi. Nous, on a. Ce que j'aime bien dans le droit, c'est que on a vécu une situation dans l'association où on a été avec une famille où on se retrouvait dans une situation où on a décidé de prendre le pas de la légitimité d'une maman de sauver ses enfants et au détriment d'une loi qui disait que voilà. Mais ce que j'ai bien aimé, c'est qu'un avocat nous avait dit, mais vous savez, sous le couvert de la légitimité, il y a toujours moyen aussi de défendre la situation par rapport à la loi. Et la légitimité, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment fondamental au niveau de la loi. Et je veux dire, ça rassure, de dire que des fois, tu prends le pas de ne pas respecter, d'être hors la loi, pour permettre à une maman de garder ses enfants, qu'elle sent en danger, que si elle les laisse partir, ils vont être encore plus dans des situations d'insécurité, par exemple. Mais de prendre le choix de se dire, tant pis, on va donner une chance que la situation repasse. Parce qu'en plus, le pire, c'est quand les situations repassent, c'est jugé par quelqu'un d'autre, la situation peut basculer dans la légalité subitement, hein, mais il faut juste donner le temps. Mais c'est vraiment des choses qui sont lourdes à porter et où tu te dis que tu risques quand même, et pour les personnes et pour toi-même, quand même, c'est pas anodin, quoi. Voilà. Et on vit ça beaucoup actuellement, que ce soit avec les normes de salubrité, avec des personnes qui sont dans des logements qui ne sont pas reconnus, mais qui sont dans cette situation, tu peux comprendre. Voilà, donc c'est vraiment comment tu questionnes et comment tu te positionnes et comment tu réinterpelles les quatre, quoi. Oui, c'est ça. Voilà. Et aussi la déontologie, les valeurs du travail social. Se leur dire, je peux aussi agir avec cette légitimité-là. Parce que quelquefois, on pourrait, face à la pression de certains cadres légaux ou certains dispositifs, voilà. Donc se rappeler aussi qui on est, pourquoi on est là, c'est quoi un travailleur social, c'est quoi les valeurs, à quoi quelles sont les choses. Alors je crois que dans le quotidien, les travailleurs sociaux le font, mais de pouvoir aussi dire, attendez, c'est pas juste parce que moi je pense que c'est bien dans notre déontologie, c'est bien dans nos valeurs, c'est bien ce pourquoi on est là aussi. Ça fait pas de mal, je pense. Et pouvoir aussi, quelquefois, dans une analyse de situation, repérer où est la tension, où est le problème. Le problème, il n'est pas forcément que au niveau de l'usager non plus. Qu'est-ce qui s'oppose aussi? Où se situent les tensions entre le respect de la personne, sa liberté de choix et, je pense, la question qui se pose, qui est souvent posée, c'est voilà, la personne à la rue qu'il faut mettre sous abri parce qu'il fait froid en période hivernale et voilà, qu'est-ce qu'on fait, hein, c'était souvent... et entre sa liberté à elle,
l'obligation légale de mettre sous abri toute personne en dessous de je ne sais plus quelle température. Moi, ce que je pense de la situation et ce qui me ferait agir, je dois décider là maintenant. Je n'ai pas le temps de faire un comité éthique pour savoir comment je dois agir. Donc on a l'intérêt des intérêts contradictoires d'usagers. Dans un bâtiment, par exemple, un usager qui dérange les autres très fortement, parce que j'ai eu le cas d'une personne alcoolique qui vraiment avait un comportement tel que l'ensemble des autres locataires était mis à mal. Et donc la question c'était, que fait-on de ce locataire et qu'est-ce qu'on accepte qu'il continue finalement à vivre sa vie, son alcoolisme et à s'autodétruire et à vraiment gêner très fortement les autres, ou bien est-ce qu'on doit faire partir ce locataire pour à la fois provoquer un changement chez lui ou rendre le calme aux autres. Donc pour moi ça a été une énorme question et finalement on a fait partir, expulser ce locataire, mais je l'ai très très mal vécu tout en sachant que ça avait un sens, mais c'est pas parce qu'on peut trouver du sens et qu'on a un intérêt collectif contre un intérêt individuel qu'on se sent nécessairement mieux. Donc pour moi il faut peut-être mettre deux usagers. On a parfois des intérêts, un intérêt de l'un contre l'intérêt de l'autre. Et c'est pas des questions simples non plus. Et j'arrive pas à me positionner clairement par rapport à ça. Comment? Oui, c'est ça. Je sais pas. Il semble que quand on regarde ce qui est intéressant, c'est de voir que, particulièrement pour les services sociaux publics, la tension entre la solitude du travailleur social de terrain et son institution est très grande. Alors tu disais, il faudrait pouvoir en parler, mais il faut se rendre compte que dans certains services sociaux publics en Belgique, c'est une revendication des travailleurs sociaux de pouvoir se parler, et que les institutions ne suivent pas toujours. Et c'est particulièrement vrai, par exemple, pour les travailleurs sociaux du ministère de la Justice, qui voudraient pouvoir parler de certaines choses aux magistrats, mais connaissant la déontologie du magistrat, ne peuvent pas le faire, parce que le magistrat, lui, n'a pas le choix. Alors les magistrats eux-mêmes renvoient la question en disant « Nous avons quand même une possibilité, c'est de faire semblant qu'on n'a pas entendu et que le dossier restera à traiter un jour. » Et on est devant un magnifique paradoxe où, quelque part, le magistrat lui-même contredit sa propre déontologie, mais le fait également parce qu'il y a le jour 10 jours, le dossier n'ouvre pas le dossier. Vu l'arrêt judiciaire dans nos cantons, c'est pas très difficile pour eux. Mais le travail social dans la famille, lui, il ne peut pas le faire. Il ne peut pas classer le dossier. Et quand il veut en parler, il ne sait pas ce qu'il nécessairement il va déclencher comme réaction en chaîne. Et c'est là qu'on les retrouve très seuls en matière de logement, particulièrement quand on a fait cette formation avec des travailleurs sociaux en matière de logement, et qui étaient confrontés à ça, et n'arrêtaient pas de nous renvoyer, mais qu'est-ce qu'il faut faire? La seule chose qu'on pouvait leur dire, c'est vous avez au moins une opportunité, c'est aujourd'hui d'en pouvoir en parler. Parce qu'à l'intérieur de leur institution, ils ne pouvaient pas. Ils avaient 15 minutes par personne. Et dans les 15 minutes, ils passaient 10 minutes sur leur ordinateur. Et donc, ils étaient complètement coincés dans la machine. Et c'est vrai que du coup, tu ne sais pas te reposer sur une... Même parfois, il y a des travailleurs qui sont fort isolés dans les structures. Hein, donc, ils sont très seuls. Et donc, c'est vrai ou parfois l'institution n'est même pas elle-même claire sur le jeu qu'elle joue. Mais je pense qu'il y a aussi la responsabilité, la responsabilité des institutions. Hein. Dans son texte là, Brigitte Bouquet dit la responsabilité de l'institution, c'est créer des espaces et des temps pour que ça puisse aussi, parce qu'il suffit bien de dire, il faut en parler, mais si l'institution n'est pas en capacité de produire ça, il y a une vraie responsabilité de l'institution. Le travailleur social n'est pas là pour pallier à tout et à se dire, ah bah moi je vais réfléchir éthiquement pour savoir comment je dois faire, si non plus il n'y a pas une prise de responsabilité. Donc c'est pas non plus... voilà, peut-être qu'après il faut ne pas faire, enfin, ou refuser de faire, je ne sais pas, mais c'est pas non plus chercher à répondre à tout prix quand voilà, les conditions ne le permettent pas non plus. C'est jusqu'où On peut se sentir responsable et jusqu'où faut-il faire aussi quand d'autres
Remarque, question, exemple, parce que je pense que ça fait écho à des choses concrètes. C'est parfois rassurant pour le travailleur social. Enfin, c'est pas une position que je partage, mais que je constate. Ça doit être rassurant pour certains travailleurs sociaux de reporter la responsabilité, le questionnement sur l'usager ou sur l'institution et de rester un peu comme un fonctionnaire au sens négatif du terme, en se disant c'est l'usager qui décide, c'est sa responsabilité et j'attends qu'il demande, j'attends qu'il fasse et j'agirai à sa demande, etc. Et je trouve que c'est reporter beaucoup de choses aussi sur des personnes qui sont parfois dépassées par leur situation et qui n'ont pas tous les outils en main. C'est une manière de se décharger probablement de tout ce poids. Oui, c'est ce que Bourquet appelle ça le salarié exécutant, quoi, finalement. Oui. À certains moments, on dit bon, la responsabilité, la liberté de la personne, mon institution, voilà. C'est aussi un positionnement qu'on a tous eu et qu'on a tous à certains moments. Voilà. Parce que de fait, le tout, c'est ne pas être fonctionner dans ce système. Ce qui est différent, moi ce qui m'a, avec l'exposé de Nicolas hier sur la norme, moi j'ai repris encore, je ne l'avais pas vraiment tout à fait intégré dans mon esprit, mais c'est vrai que ce qui complexifie quand on est travailleur social en matière de logement, c'est on sait très bien l'importance du logement comme élément essentiel pour se déployer au monde par rapport à plein d'aspects. Donc on sait combien c'est important. Et l'autre aspect, c'est que hier, ça m'a un peu tilté, c'est que les normes sont d'ordre public. Donc quand je t'entendais dire, voilà, c'est vrai que des fois c'est intéressant de se dire, on laisse reporter la responsabilité sur la personne elle-même en disant, elle est présupposée savoir ce qui est bon pour elle. Et donc si pour elle, ça ne lui pose pas plus de problèmes que ça, je ne vois pas pourquoi ça me poserait plus de problèmes que ça, mais ici on est en plus dans une législation qui est d'ordre public et donc qui dit que même si la personne elle-même est satisfaite de sa situation, par définition, je ne peux pas l'accepter. C'était ça que... Enfin, si j'ai bien compris, donc ça veut dire que tu as encore... je veux dire, déjà en temps normal, c'est lourd, mais en plus tu te dis, ben non, l'usager ok, mais même si c'est comme ça, par définition de ce que la loi t'impose, tu ne peux pas le laisser en possibilité de choisir. Parce que c'est en plus une réglementation qui est d'ordre public et ça veut dire que tout occupant ou la commune ou un intervenant peut décider au détriment de la personne de son choix personnel que c'est pas bon pour lui. Ce qui fait que les tensions, je trouve, sont un petit peu encore plus vives, oui, vraiment. Voilà. Et par rapport à tous ces questionnements-là, et en plus dans cette situation de crise du logement, où en plus chacun essaie de se débrouiller comme il peut avec les moyens dont il dispose, et en même temps en se disant j'essaie justement de me débrouiller, et le fait d'essayer de me débrouiller fait vraiment la preuve que j'essaie de ne pas subir les choses, mais de mettre des choses en action, que ce soit par un abri de fortune, par une occupation qui n'est pas tout à fait ok, ou par une innovation quelconque. Je trouve que les tensions sont encore vraiment plus vives dans cette situation-là. Et je trouve du coup que c'est vrai que ça me pose encore plus des questions par rapport à ces normes-là. Parce que je trouve que c'est vrai qu'il y a quand même une liberté personnelle, une liberté de contrainte aussi, parce que Rockefeller ne se pose pas ces questions-là, hein, lui. Mais quand il y a une situation de crise du logement et une crise financière, c'est encore plus tendu. Mais peut-être aussi que ça invite à poser aussi la question jusqu'où c'est le travailleur social qui doit... parce que c'est aussi comment les personnes ici peuvent elles-mêmes
dire que, bon, voilà, peut-être j'habite dans ce logement en attendant, mais je suis consciente que la norme et le droit, c'est pas comme ça que ça marche, et qu'il faudrait que ça change. Et je pense que c'est aussi ça, c'est comment tout doit pas... Comment ce sont les personnes aussi, comment accompagner ces personnes pour qu'elles s'emparent aussi de cette question-là. Parce que sinon, je pense que c'est un peu perdu pour le travailleur social tout seul. Hein. Comment les gens aussi prennent ce qu'ils appellent l'empowerment, mais finalement c'est ça aussi, hein, reprennent pouvoir sur leur capacité aussi à dire, attendez, là vous avez vu comment on est logé, la loi elle dit, c'est pas normal, ça doit pas être comme ça. Comment on les accompagne aussi à travailler cet aspect-là. Pourquoi c'est qu'au travailleur social de dire que la norme n'est pas respectée, que la loi n'est pas celle-là? Mais hier, en parlant avec Nicolas, j'ai quand même posé une question, et on a une arme qu'on utilise trop peu, parce qu'on le fait seul, justement, et que collectivement nous pouvons utiliser. C'est que le code de déontologie des assistants sociaux est validé par les Nations Unies. Donc il est le même chez vous que chez nous. Et un de ces articles dit que tu agis, toi, en tant que travailleur social, pour le mieux vivre dans l'autonomie possible de la personne ou des ménages que tu accompagnes. Ça veut dire que ce principe-là est un principe de droit qui est, d'après Nicolas, parce que je lui ai posé la question hier, supérieur à notre dispositif légal. Donc si tu veux, dans les principes supérieurs de droit, il y en a un code de déontologie ayant une valeur internationale, est plus lourd en termes de poids, de référence. Mais il est évident que seul comme travailleur social, si tu joues de cette arme-là, il faudra qu'elle apporte très vite. Donc ce n'est que collectivement qu'on pourrait se servir de ce genre d'outils. Peut-être qu'un programme comme Interact pourrait servir à ça aussi. C'est de dire, collectivement, on peut à un moment donné, parce que c'est toi qui décides du mieux vivre dans l'autonomie de la personne. Et c'est pas la chose publique. Et c'est pas l'ordre public dans ce cas-là. Mais pour les AS, oui, c'est pour ça, les AS, oui. les éduques, les gens qu'on fait, et on est nombreux, hein, c'est ça aussi, dans le secteur du logement. On peut quand même apparenter à... Ah non, le code de déontologie s'applique aux assistants. Oui, je sais bien, mais... Et puis il y a tous les autres. Il n'y a pas de référence. Ouais, mais c'est peut-être une revendication à voir. Ah, moi, je trouve qu'on devrait les mettre carrément sur les AS. Alors, s'ils ont un code, moi, j'ai décidé, c'est très bien. J'ai les 3 AS. Donc, il y aura une décision. Je dirais, écoute, tu la prends parce que toi, t'es